Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Léo Simon. Tu es multicasquette, tu as plein d'expériences, donc je vais déjà prendre une minute pour résumer ton parcours qui est très très long. Tu es ancien chef de projet web chez Air France, mais tu es aussi fondateur de Kaizen DAO, entreprise d'accompagnement sur le Web3 et sur des thématiques de DAO, DeFi, mais aussi cofondateur de Crypt Agency, entreprise d'accompagnement sur des collections NFT, et cofondateur et CEO de Humpy, une solution combinant Web3 et musique. Alors Léo, merci d'être avec moi. Comment vas-tu? Merci, écoute, pour l'invitation, ça va super. Tu es pleinement actif sur l'univers Web3. Comment est-ce que la DAO, donc la façon de gérer une gouvernance de façon décentralisée, comment les NFT, comment la blockchain, tous ces éléments-là sont arrivés petit à petit dans ton quotidien? Alors, je pense comme beaucoup en 2020, pendant le confinement, c'était un peu histoire de placer ses petits sous à l'époque, essayer de profiter un peu de cet aspect économique où il me semble qu'il y avait eu un gros crash en mars. Voilà, essayer de se renseigner un peu là-dessus. Donc au début, c'était vraiment la crypto, Bitcoin, Ether, et petit à petit, vu qu'on avait un groupe, donc je pense qu'on en reparlera, Kaizen DAO, donc qui était à la base un groupe. Voilà, on a pu découvrir vraiment la crypto ensemble et petit à petit, c'est devenu un peu plus qu'une passion et c'est vraiment devenu un métier. D'accord, oui, tu es actuellement à temps plein là-dessus avec entre Ouais, tes plusieurs entreprises, et donc tu vis de ça, c'est ça? c'est ça, c'est ça. J'ai Ouais. quitté mon cursus scolaire pour me lancer en plein temps là-dessus il y a un an à peu près. Wow, ok, cool. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques minutes le fonctionnement global de Kaizen DAO, Crypt Agency et Amphi, que les gens aient une vision un peu complète de tes trois entreprises, des trois entités que tu gères? Ouais, totalement. Alors l'entreprise qui est le plus active, c'est Ampi, c'est le dernier projet en date. Mais Kaizen DAO, en fait, c'est une DAO d'investissement. Donc l'idée, c'est en gros de se regrouper entre différentes personnes avec des caractéristiques et des compétences différentes. Donc il y en a qui sont plus sur de la DeFi, d'autres plus sur des NFT, d'autres qui touchent plus à des secteurs comme Cosmos, par exemple. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un groupe très hétérogène au niveau des compétences et de pouvoir investir. On fait de la recherche également, de la recherche sur différents secteurs, sur de la DeFi par exemple. Voilà, donc investir sur des projets qu'on aime, sur des nouvelles verticales. Cryptocurrency, c'est une agence de conseil pour les NFT. C'est quelque chose qui a été fondé il y a maintenant un an et demi, je crois, qui était vraiment là au début de la vague des NFT. Donc, on a eu la chance de travailler et d'avoir des contacts avec beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises qui voulaient se lancer sur les NFT et qui avaient besoin de savoir comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on rentrait dans ce secteur, parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques qui sont compliquées à comprendre quand on vient de l'extérieur. Donc voilà, et cette agence a mené vers Ampi, parce qu'on a beaucoup travaillé dans le secteur de la musique, avec des artistes, avec des labels, et on a vu qu'il y avait une vraie demande, et c'est aussi un secteur qu'on aime beaucoup. Et en fait, il y a une idée de produit qui nous est venue de manière assez naturelle. Et depuis à peu près 6 mois, du coup, on travaille sur Ampi, sur une solution qui est vraiment liée au secteur du coup de la musique, mais également du Web3. On utilise le Web3 en tant que solution, plus que en tant que valeur spéculative et autre chose, parce que finalement, les NFT, c'est l'un des formats qui est le plus accessible et le plus intéressant actuellement si on veut transmettre des émotions, c'est-à-dire qu'on peut transmettre de la vidéo, de l'audio, on peut transmettre des visuels, et à l'avenir, on pourra aussi transmettre des fichiers 3D pour des métaverses. Et ça, pour la musique, c'est un vrai sujet. Ouais, tu touches à énormément de choses à travers ces différentes entités.
Si je reviens sur Kaizen DAO, donc ça, je pense que ça va intéresser les gens de savoir comment vous vous organisez, comment on peut rejoindre un tel groupe, parce que du coup, ça donne une vision très large de l'écosystème, des opportunités d'investissement. Par exemple, si moi je voudrais rejoindre Kaizen DAO, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un processus à l'entrée? Est-ce que c'est permissionless, si je puis dire? Comment ça se passe pour rentrer dans un tel groupe, par exemple? Alors, Kaizen DAO, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert de candidature parce que finalement, on n'en a pas forcément besoin et on est plus, on fait plus de la recherche et de l'investissement. On a un autre groupe à côté qui est plus axé sur de la recherche, de la recherche un peu plus des jeunes, on va dire, de nouveaux projets et de projets qui sont vraiment en cours de création, qui s'appelle le CALFA, qui pour le coup est un groupe beaucoup plus ouvert. Mais en général, on n'est pas la seule DAO française. Je peux citer par exemple Vierge, qui est une DAO très intéressante, plus basée sur l'entrepreneuriat. Généralement, ce genre de DAO suffit d'aller sur leur site web, de postuler, et ça permet en fait de rejoindre le groupe. Généralement, en fonction des groupes, il y a différents rôles. C'est-à-dire que nous, à une époque, sur Kaizen, il y avait des gens qui étaient plus dans la gestion de deal, d'investissement, d'autres qui étaient plus sur de la recherche, d'autres qui étaient plus en support sur de la comptabilité. Donc généralement, il y a plusieurs rôles sur les DAO. Et le but, c'est de pouvoir faire ça autonome. Nous, tous les membres font une autre activité à côté. Donc, c'est vraiment un side business, on va dire. Mais ça permet quand même de découvrir des projets super intéressants et d'investir dans des projets dans lesquels on croit beaucoup. D'accord, donc c'est essentiellement du partage d'informations. Actuellement, il n'y a plus de candidature. OK, ça se comprend, hein, à partir du moment où tout est bouclé, que toutes les compétences sont là. Heu, Petite question, comment vous gérez, les prises de décision au sein de cette DAO? Parce que tout l'intérêt, c'est de trouver du consensus, de la gouvernance au sein de personnes, d'égal à égal. Quand il y a des décisions fortes, par exemple, là, on ne donne plus accès à des candidatures ou quand là, on s'oriente sur tel sujet, comment ça se passe? Vous arrivez à trouver le consensus de façon naturelle ou est-ce que vous utilisez des outils? Comment ça fonctionne en interne, si tu peux dévoiler certaines informations, bien sûr? Ouais, bien sûr, pas de souci. À une époque, on avait cet aspect très DAO, très décentralisation, qui était important pour nous et on voulait faire le truc au maximum. Finalement, on s'est rendu compte qu'on est quand même un comité restreint, on est une vingtaine dans la DAO. Donc, il n'y a pas forcément besoin de setup un système de vote décentralisé et tout ça. Donc, on le fait toujours au vote, mais on fait ça sur Discord de manière beaucoup plus simple et accessible pour tout le monde. Au niveau de la gestion des fonds, par contre, on fait ça sur un Gnosis Safe, donc un multisig qui permet vraiment de s'assurer que l'argent est géré par tout le monde. Et après, il y a un système aussi de compensation qui est un peu compliqué. On a toujours un peu du mal à trouver la bonne méthode. Mais par exemple, à une époque, on faisait par rapport au mois, c'est-à-dire tous les revenus qu'on générait par mois. Il y avait une part qui revenait à la DAO, une part qui revenait aux gens qui avaient fait des actions. Et on faisait un système de vote en fait chaque mois. Je crois que c'est Coordinape qui fait ça, qui est une plateforme qui est utilisée par le projet Wirearn, qui est un gros projet DeFi. Et en gros, à la fin de chaque mois, chaque personne vote par rapport à ce qu'a fait les autres. Donc typiquement, s'il y a 3 personnes, il y a une personne qui va pouvoir dire cette personne a fait 80%, l'autre personne a fait 20%, et l'argent est redistribué de cette manière-là. C'était une solution qui fonctionnait assez bien. Après, il y a 15 000 modes de rémunération dans des DAO, mais pour le moment, c'est celle qu'on a choisie. OK, ouais, c'est assez clair et vous arrivez à, beaucoup plus d'opportunités et des rendements un peu plus importants que si vous étiez chacun dans votre coin, quoi. Tu le ressens Alors, vraiment comme ça, quoi? on ne se positionne pas vraiment comme gestionnaire de fonds. On est plus vraiment sur de l'investissement seed, pré-seed sur des projets. Ce qui est vraiment cool, c'est que ça nous permet d'accéder à des projets qui seraient pas forcément accessibles en tant qu'individu. C'est-à-dire que en tant qu'individu, on a très peu de renommée, surtout dans la DeFi. Maintenant, il commence à y avoir, bon, c'est à une échelle très basse, mais il commence à y avoir un peu une renommée autour de Kaizen et c'est plus simple d'accéder à des deals. Et voilà, et on a pu investir. Pour le moment, c'est pas encore public, mais on a pu investir sur des projets qu'on trouve super intéressants, sur des verticales qui sont vraiment d'avenir, comme Urbit, je sais pas si ça te parle.
C'est un système très complexe comment dire, une sorte de réseau social. Et on a pu investir sur de la DeFi aussi, et ça permet vraiment d'accéder à ça avec Kaizen. D'accord. OK, bah, c'est clair. De toute façon, je mettrai tous les liens, hein, de ces différentes entités, enfin tout ce que je peux donner et dévoiler, seront en description de la vidéo. On va passer plutôt sur Cryptagency maintenant, donc pour accompagner sur des collections NFT, je pense que ça intéresse aussi beaucoup de gens. Comment ça se passe, pour accompagner quelqu'un sur une collection NFT? Déjà, quel est le profil type de gens qui veulent lancer une collection NFT? On a vu que, bah, avec Amphi, c'est plus de la musique, mais sur Cryptagency, c'est des profils très variés, c'est souvent le même type de profil qui revient. Comment ça fonctionne, Ouais. Alors, c'est très très large. Pour le coup, c'était notre première agence quand on a lancé ça. Donc, on a vraiment découvert sur le tas. En fait, il y a eu vraiment tous les types, c'est-à-dire des très grosses entreprises, des entreprises du CAC 40, et aussi des individus qui sont plus dans le domaine de l'art et qui veulent en fait découvrir les NFT. Ils en ont entendu parler à la radio ou sur Internet. Donc c'est très large. Nous, pour le coup, on a choisi surtout de se focus sur les entreprises parce que généralement, elles ont un besoin qui est plus clair et elles ont comment dire, une force de frappe qui est un peu plus large que par rapport à des individus qui, pour le coup, peuvent lancer leur collection eux-mêmes. C'est plus un travail de recherche. Voilà, et donc pour l'accompagnement, en fait, ça se fait en 3 points. Donc déjà, l'idéation, la recherche d'idées, comment est-ce qu'on va mettre en place la collection, quelles vont être les mécaniques autour. On insiste beaucoup là-dessus parce que des NFT, ce qui est intéressant, c'est l'aspect tokenomics, l'aspect composable, et c'est pas uniquement le fait de mettre en place une image. Et en fait, il y a plein de potentiels, comment dire, hacks et patterns qui peuvent être mis en place, un NFT qui peut se convertir en un autre NFT, qui peut évoluer dans le temps. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Il y a aussi donc l'aspect un peu plus technique, création de smart contracts, création de vraiment tout l'aspect technique, donc le front-end, le site web. Et en troisième partie, il y a l'aspect marketing, l'aspect réseau social, qui est aussi un aspect super important pour les NFT. Et il y a beaucoup de gens qui se spécialisent là-dedans aussi parce que c'est un secteur où il y a besoin d'être entendu, quoi. D'accord, et donc en fait, vous faites une formule clé en main où le client émet son idée, vous travaillez avec lui pour finaliser l'idée et derrière, vous pouvez prendre en charge quasiment l'intégralité de ce qui reste à faire. Donc comme tu disais, les smart contracts, mais aussi peut-être graphiquement les designs de la collection de NFT, vous gérez ça aussi? Ouais, on peut tout gérer dans la collection. Après, ça dépend du besoin client. Je pense que la partie marketing, c'est celle où on va le plus facilement travailler avec une autre agence parce qu'on est souvent moins à l'aise là-dessus, surtout sur de la masse où il faut toucher différents réseaux sociaux, notamment du TikTok ou du Instagram. Mais pour la plupart des projets, ouais, on peut gérer à peu près tout chez Cryptagency. D'accord, et vous avez un écosystème que vous préférez particulièrement pour, enfin en termes d'infrastructure? Est-ce que c'est, je sais pas, c'est Mm. Polygon? Ouais, Est-ce que tout à fait. c'est Polygon? Ouais, tout à fait. C'est Polygon. On s'est beaucoup posé la question. Je pense qu'actuellement, on partirait sur du Polygon ou peut-être du Layer 2, donc Arbitrum. Mais le problème en fait des autres réseaux, c'est le manque d'infrastructure, comme tu l'as dit, et c'est aussi l'aspect grand public. Comment est-ce qu'on permet à ces gens d'accéder en fait au site web? Donc, enfin là, c'est autre chose, c'est pour Amphi, mais par exemple, on est très preneur de l'approche où en fait on paye les frais de gaz à l'utilisateur, ce qui lui évite d'avoir un wallet et ce qui lui permet d'opt-out, de récupérer son NFT sur un wallet, mais il n'est pas obligé d'en avoir un quand il mint le NFT. Et ça, c'est un truc qu'on trouve très important parce que l'aspect MetaMask, pour l'avoir testé avec du public, c'est très vite compliqué. La seed phrase, réussir à passer sur Polygon, avoir du gaz, avoir du Matic, on perd vite les gens. Ouais, je comprends. Alors donc tu touches un peu à tout. Qu'est-ce qui te fascine le plus, toi, à travers toutes ces innovations techniques, que ce soit les NFT, la DeFi, la DAO, tout ce que tu vois émerger un peu dans l'univers Bitcoin, blockchain, Web3, qu'est-ce qui te fascine le plus? Alors, c'est une question compliquée. Je dirais que
Actuellement, je pense que ce qui me fascine le plus, c'est la DeFi, parce que je trouve que c'est vraiment un système très élégant. C'est-à-dire que tout est mathématique, tout est, entre guillemets, intouchable. Et on a la possibilité de faire des transactions d'argent sans toucher à aucun intermédiaire. Et je pense notamment à Uniswap V2, à l'équation XYK, qui est vraiment la formule la plus importante de la DeFi, qui permet vraiment de faire des swaps sur des AMM. C'est vraiment, je trouve que c'est très élégant et ça permet vraiment de créer un maximum de choses dessus. Et donc, je trouve ça super intéressant. Et après, pour parler un peu plus du futur, je suis très intéressé par ce qui va venir, notamment l'écosystème Cosmos. Je trouve ça très intéressant. Ce système, en fait, un peu du coup, de Galaxy, où il y a différentes blockchains qui vont permettre qui permettent déjà de créer sa blockchain de manière assez simple avec le SDK et qui permet en fait à chaque galaxie, donc chaque blockchain, d'interagir avec l'autre et ça de manière assez native. Pareil pour la sécurité, je trouve ça super intéressant et je pense qu'il y aura un bel avenir sur cet écosystème-là. C'est super marrant que que tu parles de Cosmos parce que je suis à fond dedans et Ouais, je t'interviewe absolument pas pour Cosmos, mais je suis ravi que ça te plaise parce que justement mon livre sur Cosmos va sortir là, dans quelques jours. Donc ce sera avec plaisir que je t'envoie un exemplaire pour que ouais, tu le feuillettes si ça t'intéresse, carrément, Cosmos, pour avec te plaisir. remercier de participer à cet épisode. Et voilà, il y aura peut-être des améliorations, tu pourras peut-être me proposer des trucs, toi qui connais bien l'écosystème. Donc ouais, je suis super content d'avoir découvert Cosmos récemment. Et quand tu parles sécurité, c'est peut-être l'Interchain Security non, qui va se mettre en place et le Ouais, fait de pouvoir louer un peu des validateurs sur différentes chaînes. Ouais, ok. c'est ça, et il y a également des blockchains qui vont devenir dédiés à ça. J'ai plus trop les noms, je sais qu'il y a Saga, mais en fait, il va y avoir plein de modèles économiques différents pour de la location de slots et de sécurité. Et en fait, c'est un peu une alternative à Polkadot au niveau du réseau. On va pas passer la journée dessus, mais c'est super intéressant en tout cas à creuser si vous avez le temps. Ouais, ok, je suis d'accord. Cosmos, ça vaut vraiment le coup de passer un peu de temps pour scruter un peu cet univers qui se développe très fort. Alors, la philosophie derrière la crypto, c'est la désintermédiation, c'est de redonner du pouvoir à ceux qui produisent de la valeur. Et l'industrie de la musique a clairement besoin de ça. Donc, avec ta société Impi, on va pouvoir en parler. Comment est-ce que tu vois les choses évoluer dans les prochaines années sur cette industrie particulière, sur la musique? Toi qui as lancé une société vraiment dédiée à ça, comment tu vois l'industrie évoluer dans les prochaines années? Ouais. Alors effectivement, comme tu l'as dit, la musique, c'est un secteur qui est très complexe. Il y a très peu de désintermédiation pour le coup. C'est un peu l'opposé de la crypto, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'acteurs qui touchent leur part à des parts différentes du gâteau. Euh, pour faire le topo rapidement, il y a les DSP, donc des Spotify, des Deezer, les producteurs, les beatmakers, les ingé-sons, les labels, bien sûr. Il y a les sociétés d'upload, DistroKid, bref, il y a 15 000 acteurs dans l'industrie. Donc c'est une industrie qui est à la fois très complexe, mais aussi très consommée. C'est-à-dire que c'est vraiment, je crois que les derniers chiffres, c'était 2 ou 3 heures par jour en France, en moyenne, qui étaient consommées. Donc c'est énorme, c'est 10-20% de la journée pour certains. Pourtant, c'est pas un secteur qui rémunère beaucoup pour différentes raisons, notamment ce problème des labels, c'est-à-dire qu'il y a 3 gros labels dans le monde. Donc il y a Universal, il y a Warner et il y a Sony, qui ont à peu près la main mise sur 80% de l'industrie. Et donc le but en fait des NFT musicaux et du Web3, c'est d'essayer de trouver des solutions pour permettre aux artistes de gagner plus. Euh, donc ça peut venir de différentes façons. Il y a des projets comme Sound.xyz, qui est un peu le leader sur le marché actuel, qui permet en fait de poster des sons de manière assez simple et de permettre aux gens de les acheter en tant que NFT. Donc ça fait un peu un iTunes Web3 avec des améliorations, donc des incentives derrière, un peu de rareté, un peu de tokenomics. Il y a aussi des projets qui vont plus être sur des royalties et essayer en fait de tokeniser des royalties et permettre à des gens d'acheter, par exemple, les royalties d'un artiste qui a sorti un son il y a 10 ans, je sais pas, David Guetta.
et permettre en fait de toucher des royalties sur cet album-là, mais du coup de manière un peu décentralisée. Et il y a aussi un peu plus notre secteur au début, ce qui est la relation fan et super fan, et qui permet en fait de vraiment créer un espace qui est lié avec ton artiste préféré via différentes interactions et permettre d'accéder voilà, vraiment à un espace personnalisé qui permet d'accéder à des vidéos en avant-première, à des messages, à un groupe privé qui permet de parler avec l'artiste et plein de petites interactions qui permet vraiment en fait de retrouver la relation avec le fan, qui est quelque chose qui s'est un peu perdu et qui se matérialise sur des événements comme des concerts, mais c'est assez rare finalement pour un artiste de vraiment interagir avec ses fans. Ouais, il y a effectivement énormément de travail à faire là-dessus, je pense. Et c'est une des premières solutions que je vois. Alors peut-être que je n'ai pas bien regardé, mais si je dis pas de bêtises, il y a quand même très peu de solutions qui existent à l'heure actuelle, ou du moins de projets en cours de création et qui montent en puissance un peu comme le vôtre. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs français, par exemple, qui seraient un peu sur ce créneau-là? Ouais, alors pour le coup, c'est un secteur qui se développe pas mal. Après, effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a pas encore de projet qui est devenu mainstream. Le plus mainstream, je pense que c'est Sound, mais ça reste quand même quelque chose enfin, comparé à d'autres secteurs comme la DeFi, c'est quelque chose d'assez anecdotique encore. En France, il va y avoir Bolero, par exemple, qui fait ça avec pas mal de rappeurs. On a aussi Pianici, et il y a des projets qui sont un peu plus sur du Web 2. Je sais pas exactement s'ils sont Web 3, mais il y a des projets comme Yadec qui permettent de créer en fait un label, mais de manière un peu, comment dire, un peu bac à sable, un peu comme ce que propose Sorar, mais en fait avec des rappeurs, et de créer un peu en fait ta ligue et de performer en fonction de ce que fait ton rappeur. Est-ce qu'il augmente en termes de statistiques ou est-ce qu'il baisse? Donc c'est des projets assez intéressants et ils ont pas mal de partenariats avec des gros acteurs, donc il faudra voir ce que ça donne. Et ils commencent aussi à avoir, juste hier, il y a eu un rappeur PLK qui a annoncé un projet donc, qui n'est pas Web 3, mais qui retrouve pas mal de caractéristiques du Web 3, notamment l'achat de royalties et cet aspect vraiment communautaire. Donc on voit que c'est un truc qui se fait aussi dans l'industrie et qui va venir de plus en plus sur du Web 3, quoi. Ouais, d'accord. Si on se reconcentre un peu sur Humpy, si je prends les deux parcours, il y a le parcours acheteur où tu me corrigeras, hein, si je dis des bêtises, mais quand on est acheteur sur Humpy, on achète par exemple un CD, on obtient un NFT associé sur le site, et une fois ce NFT en notre possession, on peut accéder à des services, des avantages, voilà, des bonus. A priori, c'est plutôt ça la proposition de valeur côté acheteur, c'est ça? Ouais, alors déjà, nous, ce qu'on voulait faire de base, c'est déjà faire des NFT gratuits. C'est quelque chose qu'on avait fait avec Energy, avec Cryptagency, où on avait réussi à faire des NFT gratuits qui étaient accessibles à tout le monde et qui étaient plus en tant qu'outil marketing, plus qu'outil spéculatif, parce que on est, on est quasi sûr que c'est comme ça que les NFT vont vraiment prendre, parce que c'est vraiment un objet de collection. Et en fait, la réflexion, ça a été autour du CD. Finalement, les gens qui achètent des CD maintenant, c'est pourquoi? C'est pour supporter l'artiste et c'est pour avoir un objet de collection. On va garder le CD chez soi, on va l'afficher sur une porte ou n'importe où. Et donc, en fait, il n'y a rien de mieux que le NFT pour ça, parce qu'on peut supporter l'artiste avec des frais beaucoup moins élevés. Il y a moins de coûts de faire un objet digital que de faire un objet physique. Et l'aspect collection, maintenant, il y a des intégrations natives Twitter, Instagram. On peut le partager quasiment partout maintenant sur NFT. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça nous est venu. Et en gros, le but, c'est vraiment de le mettre dans des CD physiques au début, CD physiques et vinyle, d'avoir en fait un petit code qui peut être scanné à n'importe quel moment et qui permet de récupérer son NFT. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, sans frais de gaz, sans avoir besoin de wallet. Donc, qui permet à tout le monde en fait d'accéder à une interface. Euh, et en fait, vraiment, la partie valeur là-dedans, c'est en fait un système d'aléatoire et un peu de gacha game qu'on peut avoir un peu en Asie, qui permet en fait d'avoir différentes raretés sur son NFT et qui a pour but en fait de donner envie aux fans d'acheter le CD de son artiste et de retrouver un vrai intérêt autour du CD.
Et typiquement, donc il y a différents types de rareté, mais quelqu'un qui ouvre un CD, par exemple, il va pouvoir avoir 10% de chance d'avoir un NFT rare. Et pour le label, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut augmenter ce chiffre en fonction de l'actualité de l'artiste. Et typiquement, après un mois, il peut augmenter ce chiffre et augmenter les ventes de son CD. Pour l'acheteur, il supporte à la fois avec le CD, mais il a aussi un incentive, donc un intérêt supplémentaire à acheter le CD parce qu'il sait qu'il y a un NFT et donc il peut aussi supporter le groupe ou l'artiste dans le monde numérique et tout ce qui va se développer autour des NFT prochainement. C'est super intéressant, je pense qu'il y a vraiment un énorme créneau là-dessus. On a vu que ça, c'était plutôt le côté acheteur. Après, on a le côté donc entreprise, que ce soit par exemple l'artiste. Quelle va être la démarche de l'artiste? Forcément, il va y avoir la désintermédiation pour que économiquement ce soit plus viable pour l'artiste et aussi la possibilité de proposer des royalties. Donc à chaque fois qu'il y a une transaction qui se fait autour des NFT, on peut toucher un pourcentage qui reviendrait à l'artiste. Quelle est la vision de l'artiste? Votre proposition de valeur pour l'artiste, elle intervient à quel niveau? Alors pour l'artiste, du coup, il touche des royalties de manière automatique. Il touche 50-50 généralement. Et ça permet donc qu'il ait vraiment des revenus sur le long terme. Et en fait, ça crée un nouveau moyen à l'artiste de gagner de l'argent, qui est vraiment sur du long terme. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de marché secondaire du CD actuellement. Enfin, il y a des petits sites, mais ça ne permet pas à l'artiste de toucher de l'argent. C'est comme tout. Et donc, ça permet vraiment à l'artiste de toucher des revenus et de créer un nouveau type de royalties avec les NFT. Et donc, nous, notre but, c'est vraiment de la mass adoption. Donc, le but, c'est que ce soit du coup le moins cher possible, mais qu'il y ait du volume sur les revenus secondaires. Donc, l'artiste touche un pourcentage là-dessus. Et en fait, nous, on a une approche qui est vraiment basée sur les prochaines années. C'est-à-dire on est sûr que l'industrie musicale va changer avec le Web3, mais on sait que ça va prendre du temps. Et en fait, Ampi, donc je peux pas tout dévoiler, mais en fait, le but, c'est vraiment de créer un écosystème. Donc là, on commence vraiment sur l'aspect physique, parce que c'est là on a identifié que c'était un point super important, parce qu'en France, en fait, chaque artiste, quand il annonce un nouveau CD, il va mettre en place quelque chose autour de ce CD-là pour le booster. Mais derrière, le but, c'est derrière de créer un vrai écosystème qui permette à l'artiste de se rémunérer et de le faire de manière beaucoup plus indépendante, sans avoir besoin de sociétés derrière, de labels, et permettre vraiment à des artistes de s'envoler avec moins d'accompagnement, rendre ça beaucoup plus simple. Ouais, d'accord. Et l'expérience sur Cryptagency, forcément, elle est ultra exploitée sur Ampy aussi parce que quand vous allez discuter, j'imagine que vous discutez avec les artistes sur comment mettre en valeur les NFT, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer comme avantage à leurs fans. Et ça doit être intéressant de voir les discussions auprès des artistes. Comment ça se passe? Vous avez un dialogue sur comment mettre en place de la valeur autour de ce NFT, quels sont les services à proposer? Est-ce que c'est une entrevue future avec ceux qui détiennent le NFT? Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Ouais, il y a énormément de possibilités. Franchement, on a des tableaux Notion avec des centaines de possibilités. Après, ça dépend vraiment de l'artiste, en fait. Ça dépend de ses envies, de ses disponibilités. Il y a des artistes qui sont beaucoup plus enclins à participer avec le public, à faire des événements physiques. D'autres qui préfèrent être plus en retrait. Donc, honnêtement, ça change beaucoup en fonction des artistes. Euh, c'est en fonction de leur stratégie, mais ouais, il y a la possibilité de donner des clips en avant-première, de la possibilité d'accéder à du merch exclusif, et aussi les incentives les plus intéressantes, c'est effectivement d'aller au studio avec l'artiste, de le rencontrer via des pop-up stores, ou même d'avoir des accès un peu exclusifs à des concerts. Ça, c'est des expériences, franchement, en tant que fan, c'est des trucs qu'on n'oublie jamais. Donc, c'est le but d'en proposer. Après, c'est généralement un peu plus limité parce que, en termes d'utilisateurs, c'est plus compliqué de ramener 100 personnes à un événement privé que 10, quoi. C'est logique. Mais ouais, il y a énormément de possibilités. Ouais, ouais, c'est passionnant. J'ai vraiment hâte de voir dans quelle direction tout ça va aller et toute la valeur qui va pouvoir être générée sur cette industrie. Tu as plein de responsabilités, plein d'entités, tu as plein de boulot. Euh, Parmi donc
tout ce travail, quel est pour toi le plus gros challenge que tu rencontres actuellement? Est-ce que c'est un problème de temps parce que tu as beaucoup de choses à faire? Est-ce que c'est un problème de compétences à trouver? Est-ce que c'est un problème de régulation? Quel est vraiment ce qui te met le plus de bâtons dans les roues en ce moment à travers tes différentes entités? Alors, à ce moment donné, je dirais que c'est plus alors déjà, fundraising parce qu'on est en train de lever de fonds, mais c'est peut-être moins intéressant. Mais, je dirais que pour le coup, ce qui est le plus présent dans les 2 derniers mois, c'est vraiment au niveau du produit, au niveau de la direction. C'est-à-dire qu'on a énormément d'idées et on est sur un secteur qui est très nouveau. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens en fait qui ont déjà fait ce qu'on fait. Donc on a très peu de gens chez qui on peut s'inspirer. Donc en fait, on a vraiment un secteur qui est énorme, avec énormément d'idées. Et ce qui est compliqué, c'est de mettre en place des features, réfléchir à quelle features est la plus importante, et surtout réussir à gérer ça avec l'équipe qu'on a. Euh, pour le moment, sans financement. Donc on a une équipe de 11 personnes sans financement. Donc c'est quand même élevé. Donc c'est super cool. Mais réussir à garder en fait un spectre qui est pas trop grand et de manière assez stratégique pour pouvoir avoir un produit en fait qui est grand public et qui permet à tout le monde de proposer en fait sa musique. C'est vraiment cet aspect-là, c'est qu'on a peut-être un peu trop d'idées et des fois, il faut réussir à mettre des idées en stand-by pour vraiment garder les meilleures. Je dirais que c'est cet aspect-là qui est le plus important actuellement. Ouais, d'accord. Savoir prioriser et pas pas s'éparpiller dans tous les sens dans un truc ultra ouvert, mais vous êtes en première ligne sur des choses on n'a jamais fait. Donc, en tout cas, bravo pour ces beaux projets. Maintenant, on va passer à ce qui va se passer prochainement. Est-ce que tu as des grandes échéances à venir, que ce soit pour, Cryptagency ou pour Ampy? J'imagine il y a la levée de fonds pour Ampy, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, intéressantes dans les prochains mois à venir que tu pourrais nous partager? Ouais, alors effectivement, là, on est en processus de levée de fonds. Il va y avoir des artistes qui vont sortir très bientôt aussi. Euh, Après, voilà, on continue à poster un maximum de choses sur le Twitter. On essaye de parler, d'être un peu porte-parole sur ce qui sort sur Ampy. Et sur Kaizen, je pense qu'on va faire aussi très bientôt, enfin on est en train de travailler dessus sur des recherches sur nos tendances de 2023. Parce qu'en fait l'idée c'est de se dire, il y a eu beaucoup de publications donc de médias très connus, donc des Messari par exemple, qui postent un peu leurs tendances de 2023. Mais nous du coup on aimerait le faire, mais sur des tendances qui ont été vues un peu nulle part, des niches beaucoup plus nichées. Donc par exemple, comment dire, le fashion, qui est un secteur qui est super intéressant aussi avec le Web3. Tout ce qui va être voilà, vêtements digitaux et gestion des NFT dans des vêtements, donc avec des NFC. Et le but, c'est de réussir à faire un article qui condense un peu tout ça et qui parle de toutes ces tendances qui sont peut-être moins connues, mais chez lesquelles on a beaucoup d'attentes en 2023. Et on va aussi commencer à poster un peu aussi sur nos investissements et sur ce qui nous intéresse sur ces projets-là. Ouais, donc une bonne raison de vous suivre sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, exactement. Voilà, à part ça, est-ce que l'audience peut faire quelque chose pour vous aider, si ce n'est relayer l'information, partager le podcast qui va sortir, partager vos liens sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire, pour vous aider? Ouais, c'est ça, relayer. Après, avec Amphi, on va essayer de, comment dire, de créer l'entreprise le plus en public possible. Donc, c'est-à-dire de permettre au public et aux gens qui nous suivent de donner leur avis et leur retour. Nous, on est toujours intéressés par des retours et c'est un secteur aussi qui est accessible à tout le monde. Et c'est ça qui est cool dans la musique, c'est que tout le monde a son avis à donner dans la musique parce que tout le monde en consomme. Donc nous, on est toujours à la recherche de feedback par rapport à ça. Et dès que voilà, on aura plus d'actu, on le postera sur nos réseaux, quoi. OK, ça marche. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, à partager à l'audience avant qu'on termine cette interview? Intéressez-vous aux réseaux sociaux décentralisés. Il y a des trucs super intéressants qui se font. Il y en a sur Bitcoin, il y en a sur Ethereum, et c'est très cool ce qui se fait.
Moi, par exemple, il y a Farcaster que j'aime beaucoup, que je vous conseille. Donc, c'est un petit partage. Et sinon, bah non, écoutez, bonne année à tous. Ça marche. Et dernière question que je te pose, est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour un podcast chez toi pour te demander de tokeniser, de trouver des incentives auprès d'un podcast? Ça pourrait m'intéresser. Alors, podcast, non. Mais pour le coup, on a réfléchi à ça aussi avec Ampi, parce que bah, c'est un secteur qui se développe pas mal aussi et c'est plus ou moins lié à la musique. Donc, non, pour le coup, on l'a jamais fait, mais on y a un peu réfléchi. Ouais. Bah écoute, si ça se développe, je sais pas, peut-être qu'un jour je t'enverrai un message à ce sujet. Bah, avec plaisir. Ouais. En tout cas, c'est vraiment passionnant cet univers. Merci encore à toi, Léo. Je mets tous les liens dans la description. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à partager avec toi tout ça. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite, pour tous tes projets. Et puis, bah, bonne continuation. Et je te dis à très bientôt. Salut, Léo. Salut.